Il y a une citation de Saint-Augustin. Je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour. Je t'aime. Très tard, il avait osé dire je t'aime à quelqu'un. Cela l'engageait trop. Sans doute c'était des mots difficiles à sortir à haute voix. Ou alors il les disait à toute vitesse. Et si celui ou celle à qui il les disait ne lui prêtait pas une oreille suffisamment attentive, j'étais pas sûr qu'il les ait dit. Et je te demande pardon? Non, j'ai rien dit. Ah, il paraît que les gens qui bégayent ou qui articulent mal, c'est pour éventuellement, après avoir parlé, garder la possibilité de nier le sens exact de leurs paroles. Moi, j'ai rien dit. Ou bien, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, elle se souvenait que la seule fois où il avait dit je t'aime, clairement, lentement, d'une voix forte à une femme, elle était espagnole, il était à peu près sûr qu'elle ne comprenait pas ces mots. Les seuls je t'aime qu'il pouvait commettre sans réticence, sans douter de leur contenu, c'était le je t'aime qu'il disait à ses enfants. Celui-là, il était sans retenue ni économie aucune. Ses parents, à lui, ne lui disaient jamais je t'aime. J'ai pas besoin de te dire je t'aime puisque je te le prouve. Quelle connerie. Il avait pourtant été un temps, lui aussi, adepte de cette posture, mais il avait changé. Les mots sont à ce point des actes que dire je t'aime peut suffire, alors que prouver qu'on aime n'est pas suffisant. Il faut en plus le dire clairement et lentement. Les mots qui franchissent la bouche franchissent bientôt la montagne, dit le proverbe africain. Les mots sont la forme déclarative de nos sentiments. Ils engagent la responsabilité de celui qui les prononce. Et c'est sûrement pour ça que c'est dur de les dire. Ces mots, parce qu'ils étaient rares dans sa famille, les rendaient encore plus intimidants, engageant toute sa personne quand il se détermina un jour à les dire quand même. Il aurait été tenté de se venger de cette rareté en disant je t'aime plusieurs fois de suite. Cette répétition a l'air d'être le comble de l'intensité, mais en fait elle l'altère, et le résultat est fade et dérisoire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, dicte Yves Montand à la Télégraphe. Et Simone Signoret, qui dans le sketch joue la préposée, lui demande si elle doit écrire sur le télégramme « Alors, 3 fois je t'aime ?» Cette comptabilité évoquée dans le sketch montre bien l'affaiblissement d'un « je t'aime » répété. A contrario, le dire une seule fois, doucement, à l'oreille, ce qui peut sembler renforcer le caractère intime de l'aveu, en fait le délite, en enlevant la dimension proférée indispensable à la déclaration. Il faut que ce soit comme de publier les bancs. Je t'aime doit être dit à haute voix. Je t'aime. À ce prix, il devient un acte affirmé au monde en même temps qu'à l'être aimé, alors officiellement investi, et cette déclaration qui lui est faite constitue sa nouvelle et importante identité d'être aimé. Elle devient une nouvelle personne. Mais si les deux amants sont tous les deux changés, voire bouleversés par les sentiments qu'ils s'avouent l'un à l'autre, à l'instant même où l'un déclare à l'autre qu'il l'aime, celui qui le dit en premier devient en plus l'initiateur de leur amour. Et la réponse « moi aussi je t'aime » qu'il ou elle obtient en retour devient une réplique faible de ce dialogue amoureux, une réplique pas à la hauteur de l'enjeu parce qu'elle ressemble à une formule de politesse en retour, dérisoire, même si elle témoigne d'une vérité. Mais moi aussi je t'aime. La force est dans la première adresse et non dans la réponse. On n'est pas dans la réciprocité en amour, même si on parle souvent d'un amour réciproque. Le vrai courage n'est-il pas de dire que l'on aime l'autre sans être sûr d'être aimé en retour ? Décidément, moi aussi je t'aime est une phrase secondaire. Désolé, l'autre s'est découvert en premier. Quand la mère, à la question d'un de ses nombreux enfants, « Maman, tu m'aimes ?» répond « Je vous aime tous pareil. Tous pareil. » En ajoutant « Surtout toi, mon aîné, mon grand, mon fort. Tous pareils. » Cela rend suspect la phrase fondatrice de Victor Hugo décrivant l'amour d'une mère pour ses enfants. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Propagande ou réalité ? Moi, je me servais de cette phrase du poète quand j'aimais plusieurs femmes en même temps. Je me disais,
Si la mère peut partager son amour sans le diviser à toute sa progéniture, pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose avec les femmes que j'aimais en même temps et en n'en trahissant aucune? Quand j'étais avec l'une d'elles, je l'étais totalement, peut-être plus totalement que si elle avait été mon unique partenaire. J'étais dans les bras de cette femme-là, sans exclure que d'autres pouvaient m'attirer, puisque de fait j'étais aussi avec d'autres. Pourquoi pas expliquer que j'étais plus totalement avec elle, justement parce qu'il y avait les autres? Quand je rejoignais l'une d'elles, je m'éloignais des autres, et le désir est comme un sonar. Plus on est proche de quelque chose qui fait l'écho, plus le son devient assourdissant et rend l'épaisseur du silence tout autour ailleurs, attirant et mystérieux, car celui-ci contient tout ce dont je me suis éloigné. Et c'est bien la pratique de ce va-et-vient entre ce qui nous attire et ce qui nous manque, qui nous inspire et nous met en mouvement. Je suis content d'aller au travail et quitter mon home, mais je suis aussi content d'en partir à la fin de la journée et de retrouver ma maison. Nous rechargeons notre énergie par l'alternance de l'assouvissement de nos désirs opposés. Il faut s'éloigner d'abord pour se rapprocher ensuite et recommencer sans cesse comme s'il s'agissait d'un rituel. Les enfants aiment se cacher, se faire peur en ne voyant plus leur mère et réapparaître soudain soulagés. Ah pu, ah le voilà. Ah pu, ah le voilà, sans cesse comme une pratique alternée et répétée de la désaffection et de l'affection, réactivation permanente du désir. Mais aimer, c'est dépendre, ou plutôt faire dépendre son bien-être de quelqu'un d'autre. L'amour remet en question gravement l'autosuffisance, érige la dépendance en vertu parce qu'au fond, dans la relation amoureuse, on renonce à être bien avec soi pour déléguer à l'autre la capacité de s'aimer. Parce que la vraie formule, ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même, mais aime-toi, toi, comme tu es capable d'aimer ton prochain. Et celui dans un couple qui quitte l'autre, surtout si c'est pour une autre personne, est le plus avantagé. Il ne renonce à rien, il substitue un amour à un autre. Il ne se retrouve pas dans la situation du quitté, qui lui reste dépendant de celui qui le quitte en l'ayant considéré comme moitié de sa personne. Abandonné, privé aussi de cette part de l'autre qu'il a assimilée. Il est aussi amputé de la part de lui-même qu'il a déléguée à celui qui l'abandonne. Les amoureux qui se tiennent la main aiment regarder à quoi ils ressemblent dans le reflet de la vitrine du magasin quand ils traversent la rue. Ils sont curieux de cette nouvelle personne, leur couple, curieux de cette extension de leur individu. Et ce couple, est-il un remède à la solitude, ou bien l'accès au partage, à la complicité, à une amplification rendant plus forte chacune des personnes qui le constituent? Et la maîtresse que l'on rejoint dans la chambre d'hôtel, c'est quoi qui se passe dans cette étreinte fusionnelle, apothéose du contact des corps? Est-ce la simulation éphémère de la fusion absolue, non polluée par les tracas quotidiens qu'un couple régulier partage dans sa maison obligatoire, son lit obligatoire, sa banque obligatoire, son frigidaire obligatoire, ses enfants obligatoires, ses crédits obligatoires? Et cette fusion si convoitée, on la ressent intensément avec sa maîtresse parce que le temps est court, l'hôtel provisoire, que ce n'est pas le couple qui changera les draps ni qui lavera dans la machine à laver, il les lavera dans la machine à laver. Et l'orgasme est densifié par ce simulacre de la fusion absolue. De l'amour des fleurs, on n'est pas jaloux. La jalousie n'est-elle pas la peur de perdre cette part de moi-même investie dans l'autre, comme dans une indivision, et l'apparition progressive du doute sur l'honnêteté de mon associé? Trahi par son partenaire, cela veut dire que l'autre a considéré cette part de vous-même comme une propriété personnelle dont il pouvait disposer à sa guise. Trahi parce qu'on a soi-même aliéné une part de son autonomie pour la mettre en commun avec celle de l'autre, selon des lois de partage d'une communauté amoureuse qui les rendent dépendants l'une de l'autre. Et la haine est l'inversion symétrique de l'amour. Dans la haine, comme dans l'amour, on dépend de l'autre pour exister. Il était jaloux des couples de personnes âgées qui se tiennent par la main dans la rue. Il prêtait à ces couples une longévité qui, après tout, n'était pas certaine. Ils s'étaient peut-être rencontrés très récemment. Il y a tant de divorces entre des gens qui ont vécu toute une vie ensemble. D'ailleurs, on se dit c'est du gâchis. Le plus difficile étant passé, ils pouvaient bien, maintenant qu'ils avaient l'habitude l'un de l'autre, continuer comme ça. Alors, est-ce l'approche de la fin de sa vie qui fait que l'on ne peut plus supporter ce que l'on a supporté pendant tant d'années?
C'est la retraite qui précipite tout ça? C'est vrai, dans un couple, on respire tant que chacun s'absente pour aller travailler avec en plus un boulot, après quoi râler, des collègues à accabler, mais à la retraite, quand la femme et l'homme se retrouvent à la maison, l'un avec l'autre, toute la journée, il y a bien le garage aménagé en atelier, lieu tiers où l'homme se réfugie, les courses à l'extérieur où la femme se réfugie, mais la contemplation de la chambre des enfants désertés n'aide pas à affronter le tête-à-tête. Et les deux personnes âgées qui se donnent la main sont soit les rescapés de ce marathon matrimonial, soit ils se sont rencontrés récemment après leur respective séparation. Et la promenade sur le port redevient une fête, alors qu'avec le ou la précédente partenaire, elle était devenue une corvée, une revisitation stérile de ce moment où ils allaient au bout de la jetée avec enthousiasme et s'asseyaient côte à côte face à l'océan. On souffre de la solitude, mais on crève de la solitude à deux, au point de se sentir en prison dans le couple. Et le geôlier, c'est soi. On veut être fidèle à ce qu'on a été, on veut reprendre le pas des amoureux qu'on a été jadis et aux mêmes endroits, que ces tristes Venise quand on ne s'aime plus et on n'a pas le courage de faire de la peine à l'autre, alors on se résigne et c'est l'estomac qui trinque et on a mal à la tête. Et qu'on ne veut pas s'avouer que ça ne va pas, que ça ne va plus, je ne suis pas bien avec toi, on s'énerve parce que l'autre fait tomber quelque chose ou on ne s'attendrit plus de sa maladresse. C'est trop grave pour en parler tranquillement avec l'autre et le seul remède est la colère contre son impuissance. Et je me souviens de ma fiancée. J'étais envahi par sa bonne humeur constante à mon égard et sa gentillesse avec moi. Et le respect amoureux et l'humeur égale, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un d'inconditionnel, comme les psychothérapeutes qui ne vous accusent de rien malgré nos aveux, et qui vous rassurent même quand vous leur confiez cet acte qui vous culpabilise à tant, et ma partenaire, elle aussi, était une inconditionnelle. Avec elle, j'étais dans le paradis. L'ange, bienfaiteur qu'elle était pour moi, me demanda un jour de l'aider à transporter une commode d'une pièce à l'autre de sa maison. Je m'exécutais, mais malencontreusement, le pied du meuble tomba sur son pied à cause d'une mauvaise prise ou à cause du hasard. Et l'ange bienfaiteur se transforma en ange exterminateur, en réagissant à la douleur par une parole d'humeur très hostile. Tu ne peux pas faire attention, non? Et sur un ton inédit dans notre relation, ce fut pour moi comme une bascule dans le réel, le réveil brutal d'un rêve qui m'avait semblé éternel. À partir de ce moment, je fus en deuil de ce nirvana. La fusion avait perdu son caractère inconditionnel et il allait falloir faire attention pour que cette fêlure ne s'agrandisse pas. La menace de l'orage était dorénavant comme une possibilité météorologique sans prévision possible. Le petit garçon que j'étais redevenu grâce à elle avait cru qu'il habitait la ville dont le prince est un enfant et que ce prince c'était lui. Il s'était vu brutalement dépossédé de tous ses titres, redevenant le citoyen lambda qui devait tant bien que mal gérer sa relation. L'amour est le contraire du commerce. Il n'est réductible qu'à lui en dehors de toute morale et de toute égalité. L'amour ne se gère pas, il est là ou il n'est pas là. Après, plus tard, l'amour peut devenir la matière première d'une entreprise humaine où les intérêts sont communs et la complicité entrepreneuriale. Le couple est alors un patrimoine rassurant. Mais les riches mettent leur tableau de maître dans un coffre à la banque plutôt que de les regarder tous les jours sur le mur de leur salon. Ils ont pourtant aimé cette peinture, ils ont rêvé de l'acquérir, ils l'ont acheté. Mais le tableau valait trop cher pour ne pas le mettre à l'abri. L'amour aussi peut être la garantie d'une hypothèque sentimentale et le couple tient à cause de ce lien hypothécaire dont les traces photographiques sont posées bien en vue sur la commode du salon. Et moi je rêvais en regardant les photos de jeunes mariés de mes parents, aux amoureux qu'ils étaient, leur rencontre dans une boîte à Bachot pendant l'été 44 et leur long raccompagnement en vélo jusqu'à la rue du Cherche-Midi où habitaient les parents de ma mère. J'avais besoin d'imaginer ces deux jeunes épris l'un de l'autre pour me rassurer en regardant se côtoyer ces deux parents, mes parents.
Ma mère s'était transformée en chroniqueuse de sa vie quotidienne d'épouse et de mère, de famille nombreuse, en écrivant une lettre chaque jour à ma grand-mère restée à Paris. Et l'amour, je le voyais chez ma mère, pour ma grand-mère, dans ses confidences épistolaires. L'amoureux à qui elle écrivait chaque jour, c'était sa mère, sinon comment trouver temps et énergie d'écrire ces 3 longues pages si ce n'était pas pour elle le moyen de sublimer sa vie de mère au foyer. Les amours épistolaires durent des mois, parfois des années. Quand c'est la correspondance entre 2 amants, c'est difficile pour eux de se remettre de ces mots innombrables envoyés l'un à l'autre, célébration quotidienne de l'amour sublimé. Témoigner de ses sentiments par une lettre, quel cadeau! Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'écrit plus et quand on le fait, il s'agit souvent d'un acte recommandé à destination d'une administration ou d'une personne avec qui on est en conflit. À l'époque du texto, la lettre est un cadeau désuet, mais qui garde pourtant toute sa force, parce que l'ADN de l'expéditeur ou de l'expéditrice est sur le papier. Et le génome tout entier de celui ou celle qui a écrit la lettre est déposé sur l'enveloppe si la langue l'a humectée pour la fermer. Ce pourrait être la possibilité de reconstituer l'être aimé tout entier, comme une fécondation postale. Et tenir la lettre reçue entre ses doigts, n'est-ce pas tenir le corps de l'autre? On caresse le papier et ses plis, on le respire. Et le long trajet postal par lequel la lettre est passée est comme un voyage initiatique, témoin de la détermination de la lettre à trouver son chemin jusqu'à son destinataire. Mais c'est aussi un fantôme, le fantôme de la présence de celui qui n'existe plus. Celui ou celle qui a expédié la lettre l'a écrite il y a au moins 2 jours, peut-être plus, et la personne qui la lit aujourd'hui ne réalise pas qu'elle est alors dans une fausse actualité. De ce point de vue, la lettre est redoutable, car celui ou celle qui la reçoit est décalé dans le temps d'avec celui ou celle qui la lui a écrite, et ce qu'il croit être un partage n'est qu'une supercherie historique. Le texto, lui, crée une quasi-concomitance entre l'état amoureux de celui qui l'envoie et l'état amoureux de celui qui le reçoit. Mais le texto n'a pas la même force romantique qu'apporte le papier, le parchemin avec le parfum, la personnalité de l'écriture, le choix de l'encre et cet engagement dans le temps que la lettre manuscrite finit par être justement à cause de la conscience de cette non-concordance des temps entre l'émetteur et le récepteur. Le décalage responsabilise celui qui écrit une lettre d'amour. Je t'aime. C'est plus facile à écrire qu'à dire. Sauf pour les dragueurs, qui savent abuser de cette déclaration, cela les engage à rien, c'est juste pour obtenir une étreinte. Lui, c'est la l'engager trop. Aimer, c'était éperdument, donc en perdant tout repère, tout intérêt pour autre chose que la personne aimée. Aimer éperdument. C'est un pléonasme. L'amour est éperdu parce que l'on se perd vraiment. La personne incomplète trouve sa moitié manquante et notre identité amoureuse est liée à la fin de cette incomplétude, souvent découverte au moment même où l'amour la comble. Aimer son prochain comme soi-même est clair sur ce premier devoir. S'aimer, c'est de s'aimer soi-même que découle tout, et en particulier l'amour des autres. Il n'y aurait pas d'amour possible de la part d'une personne qui ne s'aimerait pas du tout. Et la solitude peut être l'occasion d'un commerce amoureux avec soi-même, réussi, sorte de répétition générale de l'amour pour les autres. Il faut aimer en nous cette part irréductible d'humanité dont chaque homme est le détenteur. Le premier amour, c'est l'amour de soi-même, et il n'est pas évident de le pratiquer sereinement parce qu'on a plus tendance à s'adorer ou à se détester qu'à s'aimer. Et quand on a l'expérience de cette relation idolâtre avec soi, on mesure bien que s'adorer ne veut pas dire s'aimer. S'aimer, c'est accepter l'être complexe et contradictoire que nous sommes. C'est accepter d'être courageux, non pas pour obéir à un quelconque mot d'ordre moral, mais comme une victoire sur notre lâcheté naturelle qui est sans cesse nourrie par la peur, l'aspiration à la tranquillité, l'angoisse de perdre un certain confort, mais plus encore par notre attachement pleutre à notre intégrité physique.
Les passagers du RER, qui en présence d'une agression baissent la tête pour ne pas s'en mêler, font à ce moment-là le deuil de leur courage. La chaîne des petits intérêts particuliers enflés par les difficultés économiques étouffe cette aspiration naturelle à l'entraide, à la solidarité, au courage dont chacun est capable. C'est déjà dur d'avoir un travail. On ne peut pas risquer de le perdre à cause d'un trop long séjour à l'hôpital parce que j'aurais porté secours à une personne que je ne connais pas. Et pourtant, je sais bien, comme tous ceux qui baissent la tête, que cette personne agressée, c'est moi. Et c'est moi que j'abandonne à son sort, car si je détiens cette part de l'humanité, l'agresser la détient tout autant, et ne pas aller à son aide, c'est piétiner cette part commune. Et ce n'est même pas par égoïsme. C'est seulement que ma disposition naturelle à me sentir concerné et donc à intervenir est anesthésiée par l'emprise qu'a sur moi la médiocrité de la vie matérielle à laquelle je m'accroche. Et le manque d'amour, à ce moment-là, n'est que le manque d'amour pour moi-même. Et en m'abstenant d'intervenir, ce manque d'amour devient du mépris pour moi autant que pour celui que je ne secours pas. Choisir de protéger ses proches, exclure tous les autres, c'est en fait altérer le sens que l'on croit donner à ce choix. L'amour pour ses enfants est l'expression particulière d'un amour universel pour tous les enfants, qui bénéficient d'une enclave en nous, qui les préserve de notre manque de courage à leur égard. C'est une extension de l'instinct de survie, programme que l'espèce a placé au cœur de notre cerveau pour se substituer à la raison et nous déterminer à sauver un enfant en courant au devant de l'autobus au risque de se faire écraser. Faire l'amour, c'est le défaire. La sexualité, en faisant du paroxysme physique l'accomplissement de l'amour, le met en danger parce que consommer, c'est conclure. Et quand on conclut, on finit. Si on était en train d'écrire, on va poser le stylo. Soit on relit ce qu'on a écrit, soit on ferme le cahier, on se lève de la table, et l'on s'enquiert d'autres choses à faire, d'autres désirs à assouvir. L'amour survivra-t-il à la fin de l'étreinte? Autrement dit, l'amour survit-il à sa manifestation? L'amour doit-il être un éther qui flotte au-dessus des corps sans les emporter? Le fantasme de la menthe religieuse qui tue son copulateur après le coït est une métaphore de la sexualité qui, en concrétisant physiquement le sentiment d'amour, l'achèverait en l'exaltant. Mais on peut inverser cette temporalité en considérant l'acte sexuel comme point de déclenchement des sentiments. Lui, il avait tellement attendu ce moment de la rencontre sexuelle des corps que lorsqu'une femme accepta qu'il la pénètre sans serment préalable, il se mettait aussitôt à l'aimer. Inversant la chronologie naturelle, la fin déclenchait le commencement. Et la nostalgie n'est-elle pas l'évocation qui peut être douloureuse d'un passé qui ne fut pas assez goûté, car notre attention étant toujours à ce qui va arriver plutôt qu'à ce qui arrive, nous polluons le présent en ne prenant pas le temps d'en avoir la pleine conscience, et c'est ce manque qui nous rend nostalgiques. On aime qui vous aime. Ou alors on est tellement sur la défensive, on a tellement peur d'être tout seul avec son amour que l'on attend d'être sûr que l'autre vous aime pour autoriser le vôtre. Je t'adore, c'est plus facile à dire je t'adore que je t'aime. Comme il est plus facile d'être joyeux que d'être heureux. La joie est comme l'adoration, elle engage le moment présent, aucun engagement dans la durée. Le bonheur et l'amour, si. C'est difficile de témoigner aujourd'hui pour demain. Avant de décider de faire des enfants avec elle, il avait voulu qu'ils fassent le serment de s'aimer mutuellement, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que le dernier de leurs enfants ait atteint l'âge de 8 ans. Pourquoi choisir 8 ans dans cet engagement déraisonnable? Sans doute parce que 8 ans, c'est l'âge de raison, et que l'enfant de 8 ans peut se faire son propre sentiment sur l'amour qu'il porte à ses parents. Il avait besoin, pour s'engager dans cette aventure de père, de ce serment qui n'était utile que pour le moment névralgique de la décision. Oui, on fait des enfants ensemble. Et la future mère avait dit oui à ces conditions. C'était aussi vain que ces serments que l'on fait devant le maire le jour de son mariage, avec un contrat signé par des mariés qui statistiquement savent bien l'improbabilité qu'un tel engagement soit tenu. Mais il faut bien se rassurer.
et donner un prix à ce moment où l'on a convié tellement de gens à venir, où il y a tant de dépenses pour le mariage. On voit mal l'éphémère, l'incertitude, le doute s'inviter comme ça au milieu de la cérémonie. Son contrat avec elle, c'était pour avoir la certitude d'être aimé de la mère tant que les enfants étaient petits. À vrai dire, il avait autant peur de ne plus l'aimer, elle, que le contraire. Parce que cet embellissement de la vie que procure le fait d'être aimé, mais ceux qui s'aiment dans une intensité telle que cela rend les autres manques sans inconvénient. Vivre d'amour et d'eau fraîche, eh bien l'affirmation que l'amour rend tous les autres besoins inutiles, à part l'eau, à laquelle même ceux qui jeûnent ne peuvent renoncer au risque de mourir. Les amoureux sont-ils seuls au monde, dans le sens qu'ils n'ont pas plus besoin des autres, qu'ils n'ont besoin de nourriture ? Rester au lit 24 heures avec l'être aimé est possible. Cela nie tout le système social. D'ailleurs, quand il a voulu abandonner ses études de médecine, il ne trouva rien de mieux que de rester au lit. Il n'alla plus en cours. Il se levait vers midi en semaine. Ses petits frères allaient à l'école et ses parents, qui s'étaient habitués à voir dans le fils aîné celui qui était sérieux et montrait l'exemple, furent tellement décontenancés qu'ils n'écoutèrent plus l'amour qu'il lui portait, ils le chassèrent de la maison familiale. Faites l'amour, pas la guerre. Quand il était amoureux et qu'il lui sembla que l'autre lui était inaccessible, soit qu'il ne se sente pas en situation de se déclarer, parce qu'il n'était pas dans une période où il avait suffisamment confiance en lui pour supporter d'être reconduit, soit qu'elle fût déjà avec quelqu'un, soit tout simplement que la perspective de cette relation lui sembla trop compliquée, bref, que ce n'était pas le moment, eh bien pour cacher ses sentiments à celle qui continuait à l'attirer, il devenait froid avec elle, voire agressif, au point que tous, et donc en premier lieu la première concernée, pouvaient penser que cette personne-là lui était antipathique. Se mettait-il dans la situation que la rencontre fut définitivement impossible, ou le dépit qu'il éprouvait à cet empêchement pourtant décidé par lui transformait-il l'être aimé en repoussoir ? L'agressivité qu'une personne nous témoigne est donc parfois de l'amour masqué en désamour. Peut-être était-il lui-même l'objet de ce même comportement qu'il appliquait aux autres, et il aurait dû plus souvent envisager d'interpréter l'agressivité à son égard comme l'envie d'une relation avec lui considérée par l'autre comme impossible ou trop engageante. C'est vrai que dans sa connaissance statistique des rapports humains, il avait souvent entendu des couples qui déclaraient que leur rencontre avait été houleuse, voire conflictuelle, et que personne autour d'eux n'aurait pu imaginer qu'ils se mettraient ensemble. En fait, l'état d'agressivité n'est pas systématiquement préalable à la relation. Elle est la conséquence d'une attirance qu'on refuse parce qu'elle est inconfortable, contre nature ou intimidante. C'est dur de dire « je t'aime » dans sa langue maternelle. C'est plus facile dans une langue étrangère. « I love you »,« ich liebe dich », comme si la langue maternelle empilait infiniment de strates affectives, d'héritage culturel, un panel d'injonctions morales, de souffrances enfantines qui faisait que chaque mot était lesté et pesait lourd chaque fois qu'on les utilisait. La langue étrangère s'en tient à ce que l'on communique, ce qui l'allège de tout un contentieux. Et il faudrait une seconde langue, pratiquée par l'adulte, pour communiquer ses sentiments. Notre ego ne parle et ne comprend qu'une langue, la langue maternelle. Il ne comprend pas les autres qui s'acquièrent au hasard de la vie et des voyages. Ça doit être plus facile de voler des poules ailleurs que dans son village, dans un autre village où l'on parle un patois différent. Et les actes de délinquance sont souvent facilités par l'éloignement du pays natal, du village natal, ce qui met aussi une distance avec ses conditionnements moraux. L'Auvergnat, qui livrait le charbon aux bons appartements bourgeois parisiens, ne souffraient pas de cette servitude. Leur dignité, ils la retrouvaient dans leur village du Cantal, quand ils rentraient aux vacances ou à la retraite dans la belle maison qui s'était fait construire à la sortie du village, aussi blanche que leur gueule avait été noire dans leurs taches charbonnières. Et l'amour du pays, c'est l'amour pour cet être complet et complexe, né de cette mère, dans ce pays qu'on dit natal, avec cette langue qu'on nomme maternelle. Et même si c'est loin de là, comme émigrant qu'il prospère et s'affranchit de l'intimidation maternelle, c'est aux sources
dans son pays d'origine qu'il retrouve son ego, sa fierté, en même temps que ses peurs et ses inhibitions d'enfance, à peine compensées par la belle maison blanche de la sortie. J'aime la mère patrie. Que d'enjeux dans ces trois mots reliant l'amour, la mère et le pays natal. Et quand on quitte l'endroit où l'on est né, la terre où l'on est né, l'amour parental et tout ce qui imprègne le petit enfant survivent à son départ, comme un patrimoine fondateur qu'on garde avec soi. Il était né à Paris, plutôt à Neuilly-sur-Seine, comme beaucoup d'enfants de la capitale, à cause des cliniques qui sont toutes à Neuilly. Et il avait passé les 2 premières années de sa vie chez sa grand-mère, rue du Cherche-Midi. Quand il revenait dans cette rue, peut-être s'agissait-il d'une projection, mais ses poumons reconnaissaient cet air auquel il s'était accoutumé à la naissance, avec cette hygrométrie-là et cette hauteur au-dessus de la mer là. La terre natale, c'était peut-être ça aussi. Les paramètres biologiques, la pression atmosphérique et le degré d'humidité du climat auquel l'organisme s'adapte à la naissance. Et les Noirs qui connaissent ni la neige ni le froid, on imagine bien le choc que vit leur organisme quand ils arrivent en Europe ou au Canada ou partout où il fait froid. Et on imagine chez eux la découverte de ces étendues blanches et glacées, de ce bruit caractéristique des pas étouffés dans la neige gorgée d'eau et les sensations inédites des cristaux blancs fondant entre leurs doigts. Après le décès de ses grands-parents, l'appartement de sa première enfance avait été récupéré par la Prévoyance, la compagnie d'assurance propriétaire où travaillait une grande partie de sa vie son grand-père René Joubert. À partir de ce moment-là, il n'eut de cesse de chercher un logement dans ce quartier de Paris, dans la rue de ses grands-parents. Il avait fini par trouver une chambre de bonne au rez-de-chaussée d'un immeuble à 100 mètres à peine de celui que ses grands-parents habitaient, et sur le même trottoir. Et victoire, il entendait le matin les mêmes tintements de cloches du couvent des sœurs visitandines qui appelaient à la prière. C'était comme si l'amour que lui portait sa grand-mère était encore présent grâce à cette chambre et ses 10 mètres carrés dont il était définitivement propriétaire. Il avait retrouvé son biotope originel, les abscisses et ordonnées de sa localisation de naissance, bref, son adresse. Et l'amour de sa grand-mère était le microclimat de ce territoire affectif de la rue du Cherche-Midi, une rue qui n'en finit pas, orientée est-ouest, c'est pour ça qu'elle cherche midi. C'est vrai que l'appartement de mes grands-parents était sans soleil. C'est son reflet dans les vitres de l'immeuble d'en face qui faisait que certaines pièces connaissaient quand même le dessin du soleil sur le parquet. Il disparaissait d'un coup quand l'occupant de l'appartement d'en face ouvrait la fenêtre ou tapait les rayons. Le salon était tellement sombre que le poêle, avec ses petites lucarnes de mica, laissait passer un rouge profond, sans flamme, celui des entrailles de la terre. C'était la combustion lente et rougeoyante du charbon que ma grand-mère versait une fois par jour, des boulets stockés dans la baignoire d'une salle de bain désaffectée. Le bruit des boulets moulés glissant du seau en fer embouti dans le corps en fonte du poêle reste ma première expérience de musique concrète. Le son est si précis dans ma mémoire qu'il a dû être gravé dans mon cerveau en haute définition, mobilisant sûrement un nombre énorme de neurones. Heureusement que dans cette nuit en plein jour, il y avait ce foyer et l'amour de ma grand-mère, le soleil intérieur de cette maison. Au théâtre aussi, lieu noir, sans fenêtre vers l'extérieur, le soleil est intérieur. L'ampoule de la servante veille sur le plateau comme cette petite lumière rouge dans les églises qui me terrorisait enfant parce que cela voulait dire que le Christ était là, derrière la porte dorée du tabernacle. Cette si petite ampoule de 4 watts à peine éclairait l'immense édifice complètement de l'intérieur. Même les non-croyants faisaient silence quand ils pénétraient dans ces églises pour les visiter. Quand il lui arrivait de répéter dans des salles aux larges baies vitrées, il se mettait toujours dos à la fenêtre pour ne pas être appelé et distrait par cet extérieur éclairé par la lumière du jour. Il voulait être totalement disponible à la lumière des corps et des âmes et à leur irradiation. Et même si le mot irradiation n'a pas bonne presse à l'époque du danger du nucléaire, le choisir rend bien compte de la puissance de ce soleil interne que chacun détient et qui irradie. C'est notre imagination qui fait ça. Comme dans cet exercice où l'on demande à quelqu'un de fermer les yeux. L'autre frotte les paumes de ses mains très rapidement jusqu'à ce qu'elles deviennent brûlantes et les approche aussitôt du visage de celui qui a les yeux fermés, très près de sa peau, mais sans la toucher.
Brutalement, celui qui a les yeux fermés recule, comme si un fer rouge allait le brûler. C'est l'amplification de l'imagination qui agit. Et c'est ce qui se produit avec l'être aimé. Il devient brûlant quand on l'embrasse, on dirait qu'il a de la fièvre. Fiévreux d'amour? La passion est-elle une maladie qui donne la fièvre? Le champ de vision se rétrécit pour converger vers celui ou celle qu'on aime. On ne voit rien d'autre. N'est-ce pas une maladie des yeux quand le champ de vision diminue? Je ne vois plus qu'elle. Je ne vois plus qu'elle. Les amoureux sont seuls au monde. Ce focus irrésistible n'est-il pas la réminiscence de la relation exclusive de l'enfant à sa mère avec le sceau de reconnaissance mutuelle, l'odeur? Exclusif. Eh bien, l'adjectif d'exclure. Je ne vois plus les autres quand j'aime. C'est l'amour aveugle. Si j'aime, je suis de quelque part. Ma nouvelle résidence, c'est l'amour, et tout éloignement de ce quelque part est douloureux. Tu me manques. C'est terrible comme tu me manques. Sa détermination à trouver cette chambre, rue du Cherche-Midi, si près de l'endroit où vivait sa grand-mère, était une tentative de se rapprocher de son fantôme, de ses traces. Elle n'était plus là. Ses restes étaient au cimetière de Montmartre. Mais son empreinte était toujours rue du Cherche-Midi. C'est donc là qu'il pouvait ressentir sa présence, et pas là-bas, sur la butte. D'ailleurs, il n'allait jamais sur sa tombe. Il était comme le chien qui, égaré dans la forêt, au cours d'une chasse tumultueuse, va s'arrêter et rester là où il sent encore les traces odorantes de son maître. Le chasseur, quand il perd son chien, dépose à un endroit où le chien va peut-être passer un de ses vêtements pour qu'il puisse renifler son odeur déposée dans les fibres du tissu et attendre là, sans bouger, jusqu'à ce que son maître l'y retrouve. Le chien sera tout tremblant de froid ou d'émotion et de froid, peu importe. Il sera tout tremblant là où il a senti la trace vivante de l'être humain qui compte le plus pour lui. Ce sont les lieux de vie qui détiennent les souvenirs et non les corps dans les tombes. Mon grand-père paternel avait une propriété, la Vignette, aux Ilettes, dans le département de la Marne. Mon père y avait été enfant, l'enfant libre de Summerhill. À 9 ans, il avait déjà une carabine pour chasser les merles. Cette grande maison à la lisière de la forêt, avec le bruit de la famille en villégiature sur l'immense terrasse aux balustres blanches, était devenue définitivement le lieu d'amour de la vie pour mon père. La guerre avait transformé la propriété en ruine. Dommage de guerre, mon grand-père l'avait vendue pour une bouchée de pain, disait mon père. Toujours, comme tout le monde dit, quand un bien a une plus-value sentimentale sans commune mesure avec sa valeur réelle. Eh bien, dans tous ses déplacements professionnels dans la région, il faisait un grand détour pour passer aux Ilettes. Il garait sa voiture le long du grand mur, il le grimpait tant bien que mal et regardait par-dessus la maison restaurée depuis par les nouveaux propriétaires, les bois, le grand parc, où il se souvenait du mouton auquel la famille s'était tellement attachée et qu'elle n'avait pas pu le tuer pour le manger comme il était prévu. Mon père revenait quelquefois avec les mains écorchées par les ronces du mur de son pèlerinage. Le jour de sa rupture d'anévrisme, qui une semaine plus tard l'emporta, il était passé encore une fois aux Ilettes. Il avait garé sa voiture près du mur, qu'il avait escaladé. Il avait regardé une ultime fois, mais ça, il ne le savait pas. La maison, l'amour. Les mauvaises langues familiales dirent que ce détour l'avait tué, car peu après, il s'était arrêté à l'orée de la forêt dans un routier où il avait mangé une andouillette qui l'aurait rendu malade. Son amour pour les Ilettes, cette maison près de la forêt, l'aurait tué. Papa! J'ai arrêté là. Ben, c'est dommage. Papa! S'écriaient mes enfants quand, après avoir entendu le bruit de la clé dans la serrure de la porte d'entrée, ils saisissaient que c'était lui, leur père, qui entrait. Comment ces enfants pouvaient-ils communiquer autant d'amour dans ce cri ? Comment ne pas être nostalgique de cet enthousiasme sans réserve des enfants quand ils nous aperçoivent? Encore plus nostalgique quand l'enfant fait place à l'adolescent qui devient étranger dans la maison. Il lui arrivait de reproduire cet accueil enthousiasme quand il voyait apparaître quelqu'un de ses amis. « Fred !» C'était leur prénom qui criait.
Il le tenta aussi avec ses enfants devenus grands, en écho avec ce qui lui avait donné tant d'émotion quand ils étaient petits. Ces accents d'amour absolu, sans réserve, quand il les entendait dans la rue, ça le faisait se retourner. C'est l'une des rares mélancolies qui le submergeait. Les souvenirs de quand les enfants criaient « Papa » quand il arrivait « Papa ». Il le criait avec le même enthousiasme, la même intensité qu'il était absent 2 heures, 3 heures ou une semaine. J'ai l'impression que le cri était différent que la mère. L'homme parent est toujours le spermatozoïde voyageur qui vient de loin, s'approche et repart. La mère ne quitte jamais l'enfant. Son absence est toujours relative, le lien est ontologiquement permanent. Le père, il a d'abord fait les 100 pas dans le couloir de la maternité, il a dû s'autoriser à prendre dans ses bras ce petit corps visqueux, morceau de chair détaché de la mère. Il a dû adopter l'enfant, le reconnaître, et l'enfant sent qu'il est dépendant de cette adoption du père. Et comme dans les religions qui prévoient les renouvellements des vœux par la confirmation, cette adoption, elle doit intervenir plusieurs fois dans la vie de l'enfant. Le voyage, l'absence, sont toujours le simulacre de l'abandon. Et l'enfant, en criant, ne manifeste-t-il pas cette joie d'être à nouveau adopté? Le père est revenu. Il aime donc encore cet enfant à un moment délaissé. Peut-on en déduire que l'enfant doit être confié au père en cas de divorce, la mère étant toujours de toute façon liée à l'enfant? En tout cas, ma mère, ma fille, ma grand-mère sont les 3 photos posées sur le radiateur du salon, petit hôtel funéraire improvisé à l'image de ceux consacrés aux ancêtres dans la maison vietnamienne. Que des femmes, comme pour symboliser ce lien indéfectible. J'aimais mon père, j'aimais mon grand-père, mais aucune photo ne les représente sur le petit hôtel, chaud l'hiver à cause du radiateur. Les hommes disparus, ils sont loin, ils sont partis, ils sont absents, et les mères et la fille sont là, campant dans la maison. Ce sont des lois que je ne comprends pas. Je les constate comme je constate cet attachement privilégié d'un enfant pour celui de ses oncles qui est le frère de sa mère, et pour celle de sa tante, sœur de son père. J'avais vu cette théorie développée par un ethno-anthropologue à partir de recherches qu'il avait faites sur des tribus africaines. L'homme important, c'est le frère de la mère, l'oncle, qui hériterait d'une partie de ce lien de la mère à l'enfant, peut-être plus que le père. Et la sœur du père détiendrait par procuration un peu du lien de la mère à l'enfant, mais cette fois du côté du père. Et moi, qui ai beaucoup d'oncles et de tantes des 2 côtés, j'ai vérifié cette proximité particulière avec la sœur de mon père, Jacqueline, et avec le frère de ma mère, André, qui n'était pourtant pas l'oncle que je fréquentais le plus. Quoi faire de ces constatations tribales, sinon les ressentir comme des lois qui nous traversent et nous déterminent, tout en s'étonnant de leur existence, comme d'être le père d'une fille, qui n'est pas du tout la même chose que d'être le père d'un fils. Grâce à ma fille, j'accède un peu à ce lien qui lie la mère à ses enfants, un peu de cette féminité auquel je n'accède pas avec la mère, qui est d'abord ma partenaire. Quand en vacances, je voyais au fond du jardin, côte à côte, ma mère et ma fille discutant ensemble, je ressentais un plaisir intense, comme si leur proximité réconciliait mon corps avec la féminité en amont, avec ma mère, en aval, avec ma fille, encadrée par cette affection en relais. L'amour pour mon fils est plus narcissique. Cet autre moi-même qui allait être soumis aux mêmes difficultés par rapport à la mère, à la femme et à sa propre féminité, et qui en faisait un frère d'armes. Car c'était bien un combat que d'exister en tant qu'homme. Et cet homme allait devenir père à son tour, celui qui marche de long en large dans les couloirs de la maternité. Et même s'il accompagnait la mère à l'accouchement sans douleur, et même s'il lui tenait la main, ça n'arriverait pas à nuancer cette énorme différence de statut entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. Au contraire, cela la renforcerait. Les effets de l'impuissance de l'homme face à cette répartition des tâches décidées par la nature sont une partie de ses tourments, et en particulier l'une de ses pires conséquences, la soif de pouvoir. L'homme croit devoir conquérir une place légitime, et comme il en fait trop, il s'arme démesurément pour cette conquête du pouvoir,
Le nom du père donné à l'enfant, l'aptitude à décider des choix de la famille, toute cette panoplie que l'homme s'est donnée au cours des âges pour compenser son infériorité initiale, ont gangréné les rapports homme-femme et par extension les rapports homme-société. Le problème, ce n'est pas que la femme soit l'égale de l'homme, mais bien plutôt que l'homme se sente l'égal de la femme. L'homme, rassuré sur sa place, devrait renoncer à ces vains ornements dont le pouvoir est l'expression dominante, et l'oppression de la femme cesserait en même temps que cesserait la rage désespérée des hommes à exister dans la nature. D'ailleurs, dans notre société, quand la femme cumule son propre pouvoir de femme avec celui de l'homme en dirigeant une entreprise, par exemple, la redondance est extrême et parfois violemment ressentie. Cela commença pour lui avec mademoiselle Jattiot, son institutrice autoritaire du cours élémentaire qui le terrorisait au point qu'il se retenait en classe de demander d'aller aux toilettes quand il avait envie pour ne pas avoir à lui demander de sortir. Cela avait perturbé gravement son transit intestinal et l'avait condamné à vie à avoir une toute petite vessie parce qu'avant d'aller en classe, il se forçait à la vider même s'il n'arrivait à pisser que des gouttes. En plus, ce qui n'arrangeait rien, mademoiselle Jattiot, qui avait du poil au menton, manifestait de l'intérêt pour lui et demanda longtemps après qu'il ait quitté sa classe de ses nouvelles à sa mère. Pour lui, son sourire aimant resta celui d'une sorcière ricanante. Ma grand-mère, ma mère, ma fille disparue sont mes 3 accès à l'amour féminin, plus encore que les femmes avec qui j'ai vécu, dont la fréquentation quotidienne me réduisait à mon impuissance virile, malgré les injonctions positives des poètes, soit ma femme, ma sœur, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend. C'est quand quelqu'un vous manque que l'on évalue l'importance. Le dépit amoureux est une grande souffrance, une blessure profonde, parce que non seulement on perd l'être aimé, mais aussi la part de soi-même qui lui était greffée. L'autre, en vous quittant, en vous éconduisant, emmène avec elle cette partie de votre âme, de votre corps qui lui était attachée, comme si l'amour avait créé une 3e personne, somme des deux, avec une partie de cette 3e commune, et sans doute cette partie siamoise du couple se déchire-t-elle en 2 au moment de la séparation, et c'est peut-être pour cela que c'est si douloureux. Celui ou celle qui quitte l'autre souffre moins, il ou elle s'est préparé à cette séparation chirurgicale de cette partie siamoise. Elle ou il, ayant décidé de vous quitter, sa volonté est cautérisante. L'autre les conduit, le quitter, l'abandonner est violenté par cette chirurgie non consentie. Les chairs sont arrachées et il se retrouve amputé, sans avoir eu le temps de se réconcilier avec toutes ces parties de lui qu'il avait mis en jachère le temps de cette fusion amoureuse. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est comme dans le départ pour un long voyage, c'est plus facile d'être celui qui s'en va que celui qui reste. Celui qui reste évalue douloureusement dans la maison familière l'absence de l'autre, cette présence négative qui est pire que la solitude, où l'on est seul avec soi-même, mais sans avoir à supporter à côté de soi le fantôme de celui qui est parti. Un veuf ou une veuve se définissent par cette formule « plus qu'un » et non pas « qu'un ». L'identité collective du couple subsiste après le décès de l'un ou de l'autre. Mon fils rentrant en 6e devait remplir une fiche imprimée. Il venait de perdre l'une de ses 2 sœurs à la suite d'une maladie fulgurante. À la question sèche et administrative « nombre de sœurs », il n'arrivait pas à répondre « une sœur ». Il voulait que sa réponse fût représentative de sa vraie condition. Il avait 2 sœurs, même si l'une venait de disparaître. Alors, il trouva cette réponse cruelle, mais exigeante de vérité. Plus qu'une. Quelle est la nuance entre je suis amoureux et j'aime? C'est quoi qui a nécessité que l'on ait 2 mots pour dire presque la même chose? L'un serait plus superficiel, être amoureux, et l'autre serait plus profond, aimer. C'est comme ces 2 mots qu'on oppose souvent, comédien et acteur, sans bien comprendre la nuance entre les deux. Le compagnon d'une comédienne à la sortie d'un spectacle dans lequel elle jouait avait dit « Je suis tombé amoureux de ma femme ». Il l'aimait. Que voulait dire sa déclaration? Il y avait une chanson de Richard Anthony que j'entendais à la radio quand j'étais adolescent qui disait la même chose, mais plusieurs fois, parce que c'était le refrain de la chanson « Je suis amoureux de ma femme ». Et quelle est donc cette plus-value quand on aime quelqu'un que d'être en plus amoureux d'elle? Est-ce l'évocation de la première attirance, attraction irrésistible et irraisonnée qui vous pousse sans calcul vers l'autre,
coup de foudre, vous tombez amoureux, vos yeux font un zoom sur quelqu'un et ce choix estompe instantanément toutes les autres personnes autour, comme le font ces logiciels qui permettent de flouter sur une photo tous ceux qui sont autour de la personne choisie pour rester net. Ce focus est semblable au processus qui suit l'élection du spermatozoïde dans la fécondation. Ils sont des millions à courir vers l'ovule, mais un seul à franchir l'enveloppe, et à l'instant même de ce franchissement, c'en est fini pour les autres, ils n'existent plus. Je ne sais pas s'ils sont détruits, je crois que c'est l'enveloppe de l'ovule qui devient instantanément étanche à l'intrusion d'un autre spermatozoïde. Les millions d'autres ne sont pas moins vaillants, mais la course s'arrête pour eux dès que le premier, l'heureux élu, a franchi la ligne d'arrivée. On parle aussi d'heureux élus en politique, et c'est cruel pour les autres candidats. Il voyait dans les magazines qui traînent toujours sur les tables des salles d'attente, ces lieux d'observation sauvage de l'histoire et de sa temporalité, l'homme politique favori des sondages 6 mois plus tôt, en photo sur la première page de ses anciennes revues, et dont on savait, au moment où l'on lisait, le reportage qu'il avait été battu. Il avait disparu des écrans radars, sombrant dans l'oubli médiatique. Les élections sont des moments de bascule brutaux pour ceux qui sont éliminés. Les amoureux n'ont qu'une hâte, se retirer du monde et aller contempler la main dans la main, au bout de la jetée, l'immensité pleine d'eux, ce que permet la mer ou le désert, qui ne sont pas des lieux vides, mais des lieux aptes à se remplir de l'immensité intérieure de celui qui les regarde. Les amoureux, assis sur les rochers, face à l'immensité, vivent l'intimidation d'être enfin suffisants, de n'avoir besoin de rien d'autre que d'eux. S'agit-il, quand on est amoureux, d'un temps d'incubation de l'amour avec un grand A ? Cet amour avec un grand A, il est déjà là, puisque les mots « je t'aime » sont plus souvent prononcés que ceux de « je suis amoureux de toi ». En fait, l'état amoureux décrit l'allumage de l'amour, c'est le démarrage, l'amorçage ou l'être aimé, bien qu'unique. Dispose de la procuration de tous les autres prétendants à l'amour, comme si l'homme et la femme abritaient en eux un dispositif vacant d'amour qui attend celui ou celle qui va activer ce dispositif. Celui-ci peut d'ailleurs, à cause de son imprévisibilité, être parfois la machine infernale qui s'emballe, broyeuse et destructrice. On est peut-être dans un premier temps amoureux de l'amour, à la recherche de cet état dans lequel il nous met, impatient de vivre cette cristallisation sur quelqu'un. On aime aimer. Et après que le désir charnel soit assouvi, l'ambiance qui suit est souvent révélatrice de l'emprise de ce désir charnel sur le sentiment amoureux. Si après une nuit d'amour, il restait chez son amante, c'était le signe que l'emprise du désir n'était pas dominante dans son sentiment à son égard. S'il se levait aussitôt, se rhabillait et prononçait cette phrase assassine « j'y vais », ou pire « il faut que j'y aille », l'emprise du désir sexuel était dominant. Il fuyait pour ne pas avoir à supporter cette vérité « tu m'aimes, tu n'aimes pas ta partenaire, tu voulais juste coucher avec elle ». Et feindre des sentiments qu'on n'éprouve pas, mais mal à l'aise et culpabilise. L'amour entre deux êtres à la longue devient compliqué, car ce n'est pas possible d'aimer toujours avec l'intensité de la rencontre, et cela aussi culpabilise. L'agressivité ou la colère qui s'installe dans un couple sont souvent la conscience d'une solitude à deux, et cette solitude avec l'autre, au lieu de la vivre tranquillement, comme l'évolution naturelle d'un couple dans le temps, on la vit comme une dégradation de l'état amoureux ou une absence d'amour, et la colère et l'agressivité sont la conséquence du dépit que cela déclenche, avivé par la nostalgie de la fusion des premiers temps, la nostalgie de la main dans la main au bout de la jetée, où l'on se contraint à retourner à la recherche d'un temps perdu. On ne contemple plus la mer infinie, mais l'espace vide que l'on ne parvient plus à remplir. L'amour n'a pourtant pas obligatoirement disparu. C'est l'éther de la passion amoureuse, à la fois euphorisant et anesthésiant, qui a disparu. L'amour est un acte artistique. Il remodèle la réalité en fonction de lui, avec le risque d'un trop grand empire de la subjectivité sur le réel. Comme l'art, l'amour est parallèle à la nature. Grâce au peintre, j'aime les paysages de Cézanne, et grâce à Cézanne, la Sainte Victoire devient une personne aimable, alors qu'elle a existé pendant des siècles sans quiconque pour la regarder, et transformer cet amas minéral en un ensemble perceptible et aimable. La nature imite l'art. Et l'humanité est inspirée par l'amour à certaines époques de son histoire. Mais la plupart du temps, elle choisit la haine ou l'indifférence. Mais si l'amour pour les autres n'est guère facilité par le fonctionnement qui caractérise l'amour entre deux personnes, il est aussi paradoxalement l'occasion d'une grande tolérance à leur égard, à cause de cette omnubilante autosuffisance
du couple qui le rend indifférent à tout ce qui n'est pas lui. C'est une définition indirecte du bonheur. État où l'on renonce à juger les autres, à les haïr. L'amour, égoïste, est peut-être ce qui peut arriver de mieux à l'humanité. Love. Faites l'amour, pas la guerre. Combien de temps ça a duré ?